Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce vlog de bilan mi-saison entre guillemets. On n'est pas exactement à la mi-saison du Mandalorian, saison 2 donc. Il y a eu 3 épisodes de sortie au moment où j'enregistre cette vidéo. Le 4e va sortir demain et il y en aura 8 dans la saison. Donc c'est pas exactement mi-saison mais j'avais quand même envie d'attendre un petit peu pour voir ce que ça donnait dans sa globalité ou avoir au moins une petite moyenne de ce qu'il y avait dans le truc. Étant donné que déjà dans la première saison, ça avait été un peu particulier. Dans la première saison, on avait eu 3 épisodes qui construisaient vraiment l'histoire, et encore le deuxième, c'était limite. On avait eu 4 épisodes de remplissage. Il y avait 10 épisodes, je crois, entre là, 8 ou 10. 8, je crois. Et on avait ensuite eu 2 épisodes de fin qui étaient un peu plus grandioses, un truc dans ce genre-là, et qui reprenaient l'histoire de base. Donc en fait, c'est toujours très compliqué de savoir comment s'organisent ces saisons du Mandalorian et que sur quel système est-ce qu'elles fonctionnent. En fait, une évolution qui n'existe quasi que dans les épisodes de début et de fin. Ce qui peut se faire, par exemple, il y a des séries comme X-Files qui ont fait comme ça. X-Files, il y avait des épisodes de... Je me souviens plus du terme qu'ils avaient, mais il y avait 4 épisodes en gros par saison qui étaient les vrais épisodes qui construisaient l'histoire de base, au début, à la fin, et les 2 du milieu qui étaient souvent un double épisode. Et ensuite, c'était que des épisodes où les personnages étaient un petit peu au même stade à chaque fois qu'un épisode redémarrait, quoi. Et sur The Mandalorian, c'est toujours pas très clair en fait ce qu'ils essayent de faire. Et en fait, c'est ce qui cause encore une fois tous les problèmes de cette série. Saison 2, c'est on prend les mêmes et on recommence, quoi. Aussi bien au niveau des personnages que des problèmes. On n'arrive toujours pas à comprendre quelle est l'organisation de cette série. Il y a une histoire de base, et ils font tout pour ralentir cette histoire de base. C'est-à-dire qu'il y a un objectif, et on va mettre 36 000 péripéties sur le chemin du Mandalorian pour que l'objectif soit de plus en plus compliqué à atteindre et mettre 3 heures et surtout 3 épisodes à atteindre, quoi. Parce que 3 heures, c'est limite. Le premier épisode faisait encore 50 minutes, mais les autres, ils font à nouveau entre 20 et 30 minutes. Donc il y a toujours un problème de narration qui est très particulier dans cette série, qui amène quand même un certain nombre de problèmes. Le principal étant que, j'avais dit dans le vlog de la saison 1 que ça me faisait un peu penser à Star Trek. Chaque épisode une nouvelle planète et à chaque planète un nouveau problème à régler. Le problème c'est que Star Trek n'a pas une histoire de base qui se poursuit d'épisode en épisode. En tout cas, il n'y en avait pas jusqu'aux saisons récentes avec Star Trek Discovery. The Mandalorian, lui, a une histoire, et l'histoire, elle est vachement intéressante, parce qu'on est en train de nous demander de regarder ce qui s'est passé dans cette galaxie depuis la fin de l'Empire, et d'essayer de retrouver du coup la trace des Jedi, potentiellement pour arriver jusqu'à Luke, qui doit encore vivre à cette époque, etc. Et là, on commence à parler, c'est pour ça que j'ai voulu faire la vidéo maintenant, j'attendais qu'on commence à vraiment évoquer le scénario, et on vient à l'épisode 3 d'évoquer Ahsoka Tano. C'est pas un spoiler, elle est pas dans le truc. Et je suis presque prêt à prendre les barils qu'elle sera pas dans l'épisode 4, parce qu'on va nous foutre, comme dans les autres épisodes et comme dans un RPG de base, dans un jeu vidéo, une nouvelle petite quête, une nouvelle petite mission à faire avant de pouvoir accéder au truc. On va rencontrer quelqu'un qui va dire, oui, je sais où trouver Ahsoka Tano, mais il faudrait que tu fasses ça pour moi, etc. Et en fait, c'est ça qui est super chiant, en fait. C'est que t'as envie de voir cette histoire avancer, t'as envie de voir où est-ce qu'ils vont en venir avec le bébé Yoda, où est-ce qu'ils vont venir avec les Jedi, où est-ce qu'ils pourront en venir avec les Mandaloriens, même si ça commence un peu à se développer, là, à ce niveau-là. Et à chaque fois, la série traîne le cul, mais d'une façon insupportable, avec des épisodes de vide, comme l'épisode 2. Alors, ils comptent les chapitres depuis le premier, donc c'est l'épisode 1, c'est le chapitre 9, l'épisode 2, c'est le chapitre 10, donc là, l'épisode 3, c'est le chapitre 11. Le chapitre 10, donc, mais il y a un vide absolu, et pour les autres, c'est pas forcément génial non plus, quoi. Donc en fait, c'est ça le très très gros problème, à mon sens. C'est que ils ont une histoire de base qui est beaucoup plus intéressante que tous les épisodes de remplissage qu'ils font, et c'est pour ça que tu sens à ce point les épisodes de remplissage. Ça devrait pas être un défaut un épisode de remplissage, c'est tout à fait acceptable dans une série. Mais quand tu fais déjà très peu d'épisodes qui sont pas très longs, c'est-à-dire que t'as vraiment rien à raconter, quoi, et que ton histoire de base évolue pas, alors que t'as rien à raconter, c'est saoulant. C'est méga saoulant, quoi. Ça commence à devenir super chiant parce que tu regardes et tu sais pas pourquoi tu regardes. Et quelque part, du coup, la sortie en épisodique les sauve, la sortie en hebdomadaire, j'ai complètement gouré, la sortie en hebdomadaire, un épisode par semaine, les sauve à ce niveau-là parce que du coup, tu te rends pas trop compte à quel point ça avance pas. Si on binge-watchait la série, mais on se rendrait compte que la moitié des épisodes ne servent à rien. Strictement à rien. Et puis alors les prétextes pour faire des trucs, c'est un peu absurde, quoi. C'est dans l'épisode 2, on se retrouve bloqué sur une planète de glace parce qu'on est en train de transporter une nana qui a une espèce de race de grenouilles ou de je sais pas trop quoi, qui vient de pondre ses œufs, qui doit les amener dans une planète pour les faire fertiliser par son mari. Tu te dis putain, tu t'aurais pu surveiller ton cycle de menstruation et savoir quand est-ce que t'es et y aller avant quand même, merde. Et tu sais pas pourquoi on la fout dans les pattes de Mandalorian parce que enfin, y a rien de spécial à faire, faut juste l'amener dans un vaisseau quelque part. À la limite, si elle a peur de se faire agresser, ou elle a peur qu'on lui vole ses œufs, elle a qu'à dire que les œufs sont venimeux qu'elle aussi, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher le Mandalorian pour l'amener elle? Et en plus, il y a même pas besoin d'un vaisseau qui va super vite, il y a au contraire besoin d'aller super lentement. Et c'est pour ça qu'ils se font emmerder dans l'épisode 2, parce qu'ils se font repérer par des trucs de la République.
Et tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a des trucs de la République, parce qu'ils viennent de partir de Tatooine, et que Tatooine, apparemment, c'est toujours pas relié à la Nouvelle République, parce qu'on développe un petit peu l'histoire de Tatooine, on explique comment est-ce que c'est resté, du coup, un territoire un peu sauvage, et où la loi est un peu compliquée à faire régner, où c'est toujours les Hutt, apparemment, qui gèrent le truc, ou d'autres criminels. Et tu sais pas pourquoi, il y a quand même 2 X-Wing de la Nouvelle République qui font un tour de garde dans le coin juste pour pouvoir faire chier le Mandalorien à un moment, quoi. Surtout qu'en plus, ils le font chier à mort pendant un moment jusqu'à le poursuivre dans les nuages et tout, puis à la fin c'est ouais non finalement on va se casser parce que vous avez eu un problème. Ça change quoi? Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je vous ai même pas résumé du coup, grosso modo, quel est le truc, mais l'histoire de Mandalorian saison 2, on sait ce que c'est depuis la saison 1, c'est que il doit essayer de retrouver les Jedi pour essayer d'élever bébé Yoda, quoi. Et à vrai dire, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que, pour chercher les détails, il cherche des Mandaloriens. Enfin, je comprends qu'on lui a dit à la fin de la saison 1 que, oui, les Jedi, ils se sont battus avec les Mandaloriens, donc si je parle à des Mandaloriens, j'aurai peut-être des infos sur les Jedi. Mais enfin, de base, si tu cherchais des infos sur les Jedi, ça pourrait être aussi pratique, quoi. Tu pourrais chercher les deux en même temps. Enfin, c'est quand même un petit peu compliqué, quoi. Mais donc oui, voilà, l'histoire de cette saison 2, c'est, on va essayer de trouver les Jedi, quoi. Et je me demande à quel moment on va arriver à ce Tano, quoi. C'est possible qu'elle arrive pas avant l'épisode 8. Elle sera peut-être dès l'épisode 4, hein. Peut-être que je me gourre complètement, mais, j'ai envie de dire, même si on la trouve, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va aller, du coup, avec ce truc-là, parce que, bon, c'est compliqué, quoi. Surtout, un truc qui est énervant, c'est qu'avec cette nouvelle saison, c'est que tu vois à quel point ils commencent à se reposer uniquement sur ce qu'ils ont déjà créé, c'est-à-dire un peu le défaut qu'il y avait eu dans les trucs d'avant, quoi. Il y a des nouvelles choses, il y a des nouveaux environnements qui sont très sympathiques, la planète d'océan qu'on a vue dans l'épisode 3, elle est vachement intéressante. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir des bateaux, ils ont tout un tas de trucs qui peuvent flotter au-dessus de n'importe quelle surface. On va me dire, oui, mais si le truc flotte au-dessus de l'eau, ça va faire des vagues, enfin du bruit, ça va évacuer, enfin ça va servir pas aux poissons, quoi. Oui, parce que un bateau, ça fait pas du tout de vagues, c'est pas du tout d'ondes qui se répartissent, qui partent dans l'eau, etc. Enfin, pourquoi est-ce que ce serait plus pratique qu'avoir un vaisseau? Et si vous regardez bien les motos, par exemple, qu'ils ont dans le désert, ils ont encore récupéré les motos dans le désert. C'est sur ça que je suis, c'est sur tous les trucs qui reviennent. Quand les motos flottent dans le désert, il y a le sable, il fait rien en dessous, quoi. Quand elles sont à l'arrêt, les motos flottent encore. Le speeder de Luke dans l'épisode 4, quand il est à l'arrêt, il flotte encore au-dessus du truc. Pourquoi tu peux pas faire un truc qui flotte au-dessus de l'eau, putain? Oui, ils ont une cale avec une créature dedans. C'est une cale. T'as pas besoin qu'elle soit dans l'eau pour que la cale fonctionne. Il y a quelques trucs un petit peu neufs, mais pas tant que ça. L'épisode 1, c'est Tatooine. L'épisode 2, c'est une planète de glace. On connaît déjà tout ça. Ils ont foutu la moto d'Anakin et une moto créée avec un bout du speeder d'Anakin. C'est-à-dire qu'il y a le Mandalorien qui est sur la moto d'Anakin épisode 2 et il y a l'autre gars de Timothy Olyphant, je sais plus comment s'appelle son personnage, qui est sur une moto faite à partir des restes du pod de Anakin dans l'épisode 1. Donc tu vois le gros héritage du truc, quoi. Au moins c'est bien, pour une fois c'est pas Mos Espa et Mos je sais plus, il y a deux villages, mais c'est un troisième, pour une fois ils ont créé un troisième village qui fait d'ailleurs très village western. T'arrives dedans, t'as la longue rue, t'as tous les gens qui sont au bord du truc en train de le regarder, des visages en train de passer, etc. Voilà, au moins c'était un petit truc cool. Mais du coup, donc on a ces deux motos qui reviennent. Dans l'épisode 2, on a des araignées qu'on avait déjà vues dans Star Wars Rebels, et apparemment il y a énormément de trucs de Rebels qui débarquent, c'est pas étonnant, il y a Dave Filoni qui est sur la série, c'est un peu son bébé, Star Wars Rebels, Clone Wars aussi un petit peu, mais c'était encore la période Lucas, donc il avait sûrement plus à voir là-dedans. Dans Rebels, il a un peu été laissé en roue libre, Filoni, et donc il commence à ramener les trucs de sa série à lui. On avait déjà eu le sabre noir, le sabre des Mandaloriens du coup, à la fin de la saison 1, et donc là il ramène ces petites araignées qui étaient des araignées qui ressentaient un petit peu la force, etc., ce qui rend à nouveau compliqué les rapports avec Yoda. Mais Yoda, on va y venir dans 2 secondes. Bébé Yoda. Et puis, du coup, dans l'épisode 3, on a carrément le clan de Mandaloriens qui qui est de la famille de Sabine Wren, qui était dans... Oui, c'est Sabine Wren, je crois, qui s'appelait. Qui était un des personnages principaux de Rebels, Star Wars Rebels, la série d'animation. Et du coup, on commence à avoir des tas de personnages qui sont en train de débarquer, qui viennent d'ailleurs, qui existent déjà. D'ailleurs, ils ont pris la doubleuse, la comédienne de doublage d'origine pour faire la chef ou la reine des Mandaloriens. Donc du coup, il y a un truc sympa en termes de continuité, mais tu vois qu'ils commencent à mettre tout un tas de trucs qui viennent d'ailleurs, alors qu'un des trucs cool de la saison 1, c'est qu'on avait découvert à nouveau le monde de Star Wars, on avait découvert de nouveaux environnements, on avait découvert de nouveaux personnages, de nouvelles cultures, et c'était ça qui était intéressant et qui, moi, me faisait apprécier la série, quoi. C'est que pour une fois, on avait enfin un peu de neuf. Et là, pour l'instant, à part la ville, du coup, océan qu'on a vu dans le truc, c'est un petit peu compliqué, quoi, d'avoir du neuf. Surtout, alors, ce qu'ils nous ont montré à la fin de l'épisode 1, est-ce qu'on va considérer ça comme du spoiler ou pas? Il est teasé depuis un bout de temps, apparemment. Donc, du coup, apparemment, je m'étais trompé dans l'épisode
5 ou 6, je sais plus, celui de la saison 1 qui se passait aussi à Tatooine, ça devait être lui du coup. Des gens m'avaient dit oui, ça doit être lui. J'avais dit mais non, ce sera pas lui. Bah apparemment si, c'est lui, parce qu'on a encore ressuscité un personnage qui est censé être mort dans la saga précédente. Ah, il me saoule le Filoni. Il fait pareil avec Dark Maul et tout. Vous avez, putain, mais arrêtez de ramener des personnages qui sont morts, bordel. Et comme l'empereur Palpatine dans l'épisode 9. Arrêtez de ramener des personnages qui sont censés être morts. Putain, vous détruisez la continuité, vous détruisez les moments symboliques importants du tout et du truc. Oui, il est mort comme une grosse merde, mais peu importe, putain, on s'en fout. Arrêtez de ramener des personnages qui ont déjà été créés ailleurs, quoi. Et puis alors, un petit peu la cristallisation de ces problèmes, les problèmes d'écriture et les problèmes de vouloir faire appel à, du coup, la nostalgie et à la saga d'origine, de faire une nostalgie à porn. Bébé Yoda. Qui continue à me sortir par les trous de nez, qui continue à être totalement inutile dans les 3/4 des épisodes, mais dans l'épisode 2, il a commencé à faire un truc qui a choqué pas mal de monde. Et je vous avoue que j'ai été choqué également. Mais attention, c'est pas du tout... Vous savez très bien que je suis pas vegan et que j'ai pas des délires dans ce genre-là. Vous savez que j'adore ce focus sur la bouffe qu'il y a dans ce truc, qui est un peu une espèce de vengeance monstrueuse pour tout ce qu'il y a eu dans l'épisode 8 de Star Wars. Parce que vraiment, à chaque épisode, il y a une créature qui se fait bouffer quelque part, par Bébé Yoda ou par quelqu'un d'autre. Dans l'épisode 1, il y a un grand ver des sables, on y reviendra aussi, qui se fait du coup dévorer à la fin, ou non, ils veulent récupérer une perle aussi qui est dedans, apparemment ça vient d'un des jeux KOTOR, ou enfin bon, voilà, tout un tas de trucs qui sont autour de la bouffe comme d'habitude. Et dans l'épisode 2, donc on a cette maman grenouille qui a pondu ses œufs, qui est dans un petit sac derrière elle, et qui doit donc retourner vers son mari pour les faire ensemencer. Il y a donc 2 problèmes avec le bébé Yoda, qui se met à bouffer tous les œufs de la mère grenouille. Gratuitement, et en plus, il se remplit, quoi. Il leur bouffe les 3/4 des œufs, quoi. À la fin, je pensais vraiment qu'il allait en rester qu'un ou un truc dans ce genre-là. C'est vendu comme un petit running gag, un petit truc rigolo, un petit truc mignon. Il y a 2 problèmes qui font que ce petit running gag mignon ne marche pas. D'abord, scénaristique. On met en place que c'est extrêmement important qu'elle amène ses œufs, parce que c'est une des dernières de sa lignée, peut-être une des dernières de son espèce, j'ai pas trop compris si c'était une lignée ou une espèce, et c'était ça le problème. Si c'était juste sa lignée, ça peut être un peu moins grave, mais si c'est son espèce, c'est quand même un truc compliqué. J'avais l'impression que c'était un truc par rapport à son espèce. C'est moins grave, mais c'est toujours grave, hein, quand même. Vous allez voir pourquoi après. Donc en fait, il y a un enjeu qui est très fort sur ses œufs, et en plus, il y a plein de plans pour la montrer en train de protéger ses œufs, et d'être pas contente que le Yoda les bouffe, etc. Enfin, tu vois très bien, du coup, que c'est très très important pour elle, et on met en place scénaristiquement que, oui, il y a un gros enjeu au fait que, il faut que ces œufs survivent et qu'il faut que ces œufs arrivent à destination, quoi. Donc cette idée un peu absurde, s'il l'avait fait qu'une fois, à la limite, j'aurais pu comprendre, quoi. C'est bébé Yoda, c'est un bébé, il comprend rien. Mais il le fait 36 000 fois d'affilée, quoi. Donc au bout d'un moment, quand tu le vois gober les œufs qui sont censés être super précieux, super rares, le dernier espoir de la race, etc., c'est à peu près normal que tout le monde soit... Mais il faut qu'il arrête! C'est quoi ce petit connard? C'est quoi cette petite merde? Mais tuez-le! Enfin, c'est pas possible! Et un truc qui est très particulier, quoi. Alors évidemment, ça passe mieux quand ils bouffent les œufs des araignées, parce que c'est les araignées, c'est moche, c'est cracra, c'est machin. À la limite, ça passe, quoi. Le truc, c'est surtout que les œufs d'araignées, il y en a des milliards, quoi. Et clairement, ils arrivent sur notre planète, qui doit être leur écosystème, elles doivent vivre là tranquillement, ces araignées. Donc elles sont tranquilles, quoi. Elles sont pas menacées d'extinction, elles ont pas de soucis. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'œufs dans la salle, quoi. Donc pour eux, c'est pas un problème. Pour la mère grenouille, il y a un enjeu qui est très très différent. Ils ont essayé de se défendre en disant « Oui, mais c'est des œufs qui sont pas fertilisés. » Donc c'est comme si vous bouffiez un œuf de poule, un truc dans ce genre-là. Oui, mais justement, mes poules, elles vivent dans des fermes où il y en a des milliers, puis elles pondent des milliards d'œufs, puis elles en pondent un par jour. Ça pond des œufs quasi toute l'année, des poules. Il y a aucun danger, il y a rien de grave à bouffer un œuf de poule, parce qu'il y en a des millions et que ça va pas détruire leur espèce si on les bouffe, quoi. Là, si. C'est pas la même chose, quoi. Donc en fait, c'est dingue de voir à quel point ils sont pas capables de comprendre leur contexte. Ils sont même pas capables de comprendre leurs propres enjeux et leurs propres trucs. Ils se sont pas dit quand ils écrivaient le truc, faudrait peut-être qu'on se calme avec bébé Yoda parce que c'est pas très drôle. Et au niveau de l'histoire, on a quand même mis en place tout un tas de trucs, quoi, qui font que c'est important de pas les bouffer. Et le deuxième souci auquel ça amène, c'est qu'on sait toujours pas comment cette chiure fonctionne. Je déteste toujours bébé Yoda et encore plus avec ce truc. Mais c'est ça le problème principal, c'est que on n'arrive toujours pas à comprendre le degré de conscience de son environnement de bébé Yoda, qui, dans l'épisode 1, est capable de voir que la merde va arriver quand le Mandalorien se prépare ses fléchettes, peut se cacher dans son petit truc, etc., qui arrive à comprendre apparemment ce que lui dit le Mandalorien. Enfin, manifestement, il comprend certaines leçons, il comprend certaines phrases, il comprend certains trucs, quoi. Donc, il est censé être plus ou moins conscient. Et en même temps, non, il est toujours pas conscient de ce qui l'entoure, et il continue à bouffer des œufs qui sont super importants.
Lui qui est censé être lié à la force, il devrait ressentir des choses où la vie est importante, quoi. Il peut pas juste tout bouffer de ce qui lui passe. Parce que évidemment, tout le monde a répondu, oui, mais c'est un bébé, les bébés, ça fout tout dans sa bouche. C'est un bébé avec la force. Ok? C'est un bébé de 50 ans avec la force. Au bout d'un moment, faut arrêter ce délire. C'est pas possible, putain. Et en fait, c'est ce problème, c'est, encore une fois, ce même problème. Ils savent pas équilibrer, ils savent pas prendre une décision définitive et globale sur quel est le degré de conscience de ce truc, quel est le degré d'évolution de ce truc, et comment fonctionne l'évolution de ce truc. C'est pas normal qu'au bout de 50 ans, le truc soit toujours pas capable de comprendre des trucs, et si il est capable de ressentir la force, et de sentir les choses qui sont graves, etc., il y a un moment, faudrait il est pas censé continuer à faire ça, quoi. Entre ça et le moment où il a essayé d'étrangler Gina Carano dans l'épisode d'avant, tu commences à te demander si c'est pas un bébé site, quoi, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, il y a un truc qui déconne, quoi, avec ce bébé, il y a un truc qui va pas. Et d'ailleurs, dans l'épisode 3, je me suis demandé comment la mère réussissait à pardonner au truc, quoi, parce que le Mandalorien confie le bébé du coup à garder à quelqu'un, et tu fais putain, elle est pas rancunière, quoi, parce qu'il a quand même bouffé la moitié de ses œufs. Et alors, je crois qu'ils ont essayé de se sauver du coup avec l'épisode 3, parce qu'en fait, de tous les œufs qu'il y a dans son truc, il y en a qu'un seul qui éclot. Mais le truc du coup, c'est que si c'est si important que ça de perpétuer sa lignée, faut espérer qu'il y ait plus d'un œuf qui soit fertilisé, quoi, parce que un seul enfant, ça perpétue pas ta lignée, il en faut au moins 2 en principe. Donc il y a un truc qui est étonnant, et je comprends pas pourquoi est-ce que du coup il y en a qu'un seul qui éclot. Et alors quand tu vois le plan avec le bébé Yoda qui est devant un petit bol, quoi, avec de l'eau, et le bébé tétard là qui est au milieu et qu'il est en train de le toucher, enfin moi j'étais la mère, enfin j'aurais été la mère à côté, mais j'aurais foutu le bébé le plus loin possible du bol avec le truc, quoi. C'est clairement présenté comme si c'était de la bouffe. C'est limite méchant pour Yoda de lui présenter ça comme ça et lui dire non, tu le manges pas. C'est particulier, quoi. Il y a un ou deux moments où il manque de se faire attaquer par sa bouffe, et j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il le fasse, quoi. L'espèce de facehugger là qu'on voit à la fin de l'épisode 3, j'avais qu'une seule envie, c'était qu'il lui tombe dessus et qu'il se mette à lui bouffer la tête, quoi, et que ça le foute mal, parce que enfin je commence de plus en plus à détester ce truc, et c'est vraiment l'histoire elle-même qui amène à ce que ça fonctionne pas, quoi. Donc voilà, bébé Yoda, ça le fait toujours pas pour moi, je comprends toujours pas comment ce truc fonctionne, ça m'énerve de plus en plus. Pour ce qui est des problèmes que j'ai déjà relevés dans ces 3 épisodes, du coup, alors il y a tout un truc par rapport au premier épisode, est-ce que j'y reviens maintenant, c'est pas vraiment un truc qui va pas, qui est pas cohérent, il y a quelques trucs qui sont incohérents, mais j'y reviendrai plus en détail après. Dans les incohérences vraiment de l'épisode, dans l'épisode 2, une des araignées à un moment attaque le cockpit du Mandalorien. Et le cockpit du Mandalorien, c'est donc il y a l'avant du vaisseau, il y a une partie qui est en métal, et à partir d'ici, c'est des vitres. Le fauteuil, il est à peu près là, un truc dans ce genre-là. Et la maman araignée, la reine araignée, je sais pas comment elle s'appelle, fout ses pattes dans le cockpit, autour du Mandalorien, quoi. Les trucs arrivent à côté de lui, entre lui et bébé Yoda, etc. Donc vraiment sur l'avant du cockpit, et ça défonce du coup les vitres du vaisseau. Et tu sais pas comment le mec fait, mais à la fin de l'épisode, il y a des nouvelles vitres sur le cockpit. Il y a quelques trous dans la carrosserie qui ont été colmatés avec du métal, ça c'est normal. Mais il aurait dû faire la même chose avec le cockpit, et sur le cockpit, non, c'est pas du métal, c'est pas des plaques de métal qu'il a soudées plus ou moins correctement sur le truc pour faire l'étanchéité. Il y a des vitres neuves. Le cargo du Mandalorien, il est pas très grand, on a passé des tonnes d'épisodes dedans, on n'a jamais vu une vitre de remplacement ou que ce soit. Est-ce que les gars ont l'impression que Star Wars, c'est l'univers des Gardiens des Galaxies, et qu'il y a le pistolet de roquette qui peut réparer des trucs avec un rayon réparateur, quoi, un truc dans ce genre-là? T'as l'impression que ça fonctionne comme ça, Star Wars, maintenant, parce que c'est pas logique du tout. Un autre petit truc qui marche pas trop, dans l'intro de l'épisode 2, ce qui se passe avant que l'histoire réelle démarre, on a tué des Stormtroopers pour moins que ça. Je sais pas comment ils ont survécu au truc. Surtout bébé Yoda qui n'a aucune protection, mais dans l'épisode 6 notamment, on a réussi à tuer des personnages pour moins que ça. Un autre truc par rapport à Twitter et par rapport au problème, j'ai dit dans l'épisode 2 que je comprenais pas comment est-ce que le Mandalorien pouvait ignorer tout des Jedi, ignorer tout de la Force, et en même temps dire au pilote dans le vaisseau d'à côté que la Force soit avec vous. Pour moi, il y a un problème avec ce truc-là. Bon, alors ça a été le festival des SI. Donc avec des SI, on peut mettre Paris en bouteille, hein, bien sûr, mais oui, il y a des façons que ça puisse passer. Ça peut être une phrase dont on a oublié le sens et qu'on continue à sortir sans savoir exactement à quoi ça fait allusion, sans comprendre le sens d'origine, etc. Il y a tout un tas de trucs, genre autant pour moi, effectivement, c'est une expression qu'on utilise, qu'on sait même pas orthographier correctement tellement on comprend plus le sens d'origine, etc. C'est possible. Il y a des tonnes et des tonnes de façons d'expliquer le truc. À un moment, ce serait quand même bien d'essayer de faire un truc qui n'évoque pas, en fait, ce genre de problème. Il n'y a pas besoin d'évoquer ce genre de problème. T'es pas obligé de sortir un truc pareil
Ça éviterait que les gens se posent des questions, en fait. C'est juste un truc aussi con que ça. Mais bon, si vous voulez, ça passe. Je l'avais moi-même dit dans une vidéo, des gens me l'ont rappelé. C'est vrai que chez eux, c'est l'équivalent de dire bonjour. Donc peut-être que ils savent pas ce que ça veut dire, quoi. C'est comme certaines personnes comprennent pas que adieu, ça veut dire que quand on se reverra devant Dieu, quoi, un truc dans le genre là. Il me semble, je crois que même ça c'est faux. Bon, bref, je sais plus. Voilà, j'ai accepté votre truc, très bien, ça peut fonctionner. C'est quand même saoulant. Ça les fout un peu là d'avoir des trucs comme ça. Tu te dis, il y a des trucs qui paraissent pas cohérents, quoi. Et ça pourrait être simplement évité avec des trucs à la con. Il aurait suffi que les soldats, que les mecs de la Nouvelle République lui disent que la force soit avec vous et qu'ils le répondent ensuite, ce serait passé beaucoup mieux. Si c'est lui qui fait le truc, faut t'imaginer, ah oui, alors peut-être qu'il connaît bien la Nouvelle République et qu'il sait comment ils se disent les trucs. Et il y a un autre truc un peu dans le même genre, c'est l'épisode qui lui-même se fout dans la merde. Dans l'épisode 3, ils sont dans un gros vaisseau qui donc est au-dessus de la mer. Alors c'est pas par rapport au bateau, mais ils sont dans un gros vaisseau qui vole au-dessus de la mer et qui, à un moment, essaye de monter et à un autre moment, essaye de descendre. Et en fait, quand il essaye de descendre, tous les gens qui sont à l'intérieur subissent l'effet de la gravité, c'est-à-dire que du coup, comme le vaisseau est incliné, ils sont tous attirés vers l'avant et se cassent la gueule contre les murs, etc., etc. Par contre, quand ils montaient en l'air, tout le monde continuait à marcher tout droit sans aucun problème. Ça, c'est génial. Le petit truc sur lequel je voulais revenir en particulier sur l'épisode 1, c'est que tu sens quand même que Disney est une véritable saloperie. Ça s'est souvent fait dans le cinéma d'avoir des studios qui vont faire un projet, d'avoir un autre studio qui essaye de grappiller un peu les infos sur le projet pour créer le même en un peu différent. On a souvent lié avec Disney d'ailleurs, par exemple, avec le cas Mille et une pattes et Ants, Fourmise, qui étaient deux films qui étaient extrêmement similaires, qui sont sortis à quelques mois d'écart, et tu sais même plus lequel est venu en premier exactement, quoi, lequel est venu après l'autre, ou etc. Je crois qu'il y a un mec d'une des équipes d'animation qui est parti à l'autre, et il a créé plus ou moins le même projet après. Ils avaient fait la même chose avec Aladdin, qui avait été inspiré d'un autre dessin animé qui avait mis des années à se faire, qui était le projet pharaonique d'un mec, et au final ils lui ont tout piqué, donc quand c'est sorti, les gens ont tout rapproché avec Aladdin. Donc voilà, il y a tout un tas d'espionnage un peu industriel comme ça qui fonctionne. En principe, en cette fin d'année, aurait dû sortir le film Dune. Il était prévu normalement pour décembre. Et comme par hasard, dans l'épisode du Mandalorian qui allait sortir juste avant la sortie de Dune, l'épisode 1, c'est exactement Dune. Faut dire que de base, Tatooine est légèrement inspiré par Arrakis, donc la planète qui est dans Dune, qu'on appelle Dune également, parce que c'est une grande planète désertique, une grande planète de sable, où il y a des hommes des sables qui vivent avec des combinaisons spécialement faites pour le désert, donc les Tusken Raiders, là, ceux qui font avec leur truc. Et ils ont donc des combinaisons spéciales pour les protéger de la chaleur, etc. Enfin, tu vois qu'ils ont tout un tas de trucs avec des espèces de tuyaux, des trucs dans ce genre-là. Tu sens que du coup, il y avait une inspiration de Dune dans Star Wars. Mais là, du coup, aller jusqu'à foutre un ver des sables géant, quand même, faut y aller, quoi. C'est pas comme s'il y avait déjà un sarlac qui existait quelque part. Ça pourrait pas déjà être utilisé. Non, on va créer un ver des sables géant qui en plus a une gueule qui ressemble un petit peu à celui des vers des sables de Dune, quoi. Bon, il a plus une tête de serpent classique. Éventuellement, c'est peut-être un petit truc qui rattrape. Mais enfin, quand même, quoi. On fait un épisode entier basé sur le fait d'aller chasser un ver des sables. Tu sens quand même qu'ils ont essayé de niquer Dune, quoi. Et c'est pas le seul truc avec lequel ils ont essayé de le niquer. Il y a aussi, par exemple, les boucliers. Mais alors là, c'est encore plus compliqué parce que en essayant de niquer Dune, ils se niquent eux-mêmes. Parce que du coup, maintenant, dans la continuité de Star Wars, on a créé des boucliers cinétiques ou je sais pas trop quoi, enfin des espèces de boucliers qui résistent du coup aux coups violents, pour faire leur catch à la con là au début de l'épisode 1. Sauf que du coup, en fait, un bouclier comme ça, ce serait très pratique à utiliser. Et bizarrement, dans les épisodes 7, 8, 9, personne n'en utilise, personne n'en a. Donc, comment dire, si c'est juste pour le fun ou juste pour faire chier Dune, c'est sympathique, mais encore une fois, la continuité, vous lui foutez la main jusqu'au coude, quoi. Enfin, c'est une catastrophe, la continuité dans ces épisodes. On va en venir quand même un petit peu sur quelques détails techniques. Il y a toujours un espèce de défi technique avec le Mandalorian, puisque donc la plupart des scènes sont tournées avec leur écran LED. Je suis navré. À l'époque où j'ai fait les vlogs sur le Mandalorian, on n'avait pas plus d'informations sur le making-of. Ils avaient vendu à tout le monde que tous les décors avaient été faits en LED, et donc c'est ce que je vous ai dit dans une vidéo. Ça n'est pas vrai. Et en fait, quelque part, ça m'apporte une explication, enfin, à cette question que je me posais, c'était comment est-ce qu'ils arrivent à reproduire un soleil dans le désert? C'est-à-dire un soleil qui tape fort, qui fait une ombre extrêmement marquée et extrêmement nette. Parce que leur écran LED, là, c'est très bien pour faire les lumières assez diffuses, ou c'est très bien tant que tu vois pas l'ombre, en tout cas,
Mais quand tu as des plans larges où tu vois les ombres de tous les personnages, tu te dis comment est-ce qu'ils ont réussi à cacher un projecteur suffisamment important dans ce décor les murs sont reliés au plafond, il n'y a pas d'endroit pour foutre un projo. Si tu fous un projo, tu le mets dans le mur de LED, ça crée des ombres, forcément quelque part, et puis ça doit faire foirer un petit peu certains effets de lumière, certains trucs dans ce genre-là. Donc je me disais, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire une lumière forte, une lumière nette, avec certains décors, parce que ça me paraît pas faisable avec leur écran LED. Bah, tout simplement, ça n'a pas été fait avec l'écran LED. Donc je m'en excuse, je vous ai transmis des informations qui étaient fausses dans une autre vidéo, mais il faut dire qu'à l'époque, on n'avait pas les informations, en fait. Ils avaient juste vendu le truc comme ça, sans doute justement pour nous impressionner encore plus. Mais en fait, maintenant, du coup, qu'on sait qu'il y a les deux, qu'il y a à la fois des décors réels et des décors en LED, je dois dire que le mur de LED, il se voit de plus en plus. Moi, personnellement, dans tous les décors, maintenant, j'arrive à voir où est la limite entre le décor réel et le décor 3D projeté derrière. N'empêche qu'ils continuent à utiliser le truc de façon assez intéressante, et ils essaient de continuer à le pousser un petit peu plus loin. Il y a le tout premier plan, par exemple, dans l'épisode 1 de cette saison 2, c'est le Mandalorien qui sort de l'ombre. Faut m'expliquer comment ils ont fait ça, puisqu'il est entouré de LED, et tu te dis comment est-ce qu'ils ont réussi à créer une zone d'ombre dans une caisse de lumière, sans que tu la vois à l'image en plus. Alors il doit sans doute y avoir du retrucage derrière, enfin, c'est pas possible qu'ils aient fait ça autrement, enfin je comprends pas comment ils ont pu faire le truc, mais ils ont réussi à créer une zone d'ombre alors que le mec vient est devant un écran qui produit de la lumière. Et pour le coup, c'est assez impressionnant qu'ils aient réussi à faire ça. Enfin, ce plan-là, tu te dis, ah ouais, ils arrivent quand même à bien traiter la technologie. Tu sens qu'ils essayent de faire des décors un peu plus complexes, notamment dans l'épisode 3, par le port, qui est assez complexe pour le coup, et qui a dû probablement, enfin je suppose que le quai a été reproduit du coup au milieu de ce truc de LED. Des tentatives de mettre plus de personnages dans les décors. C'était un peu plus limité dans les épisodes d'avant, je crois, à part l'épisode 4 dans la forêt là, c'était plutôt clairsemé niveau population. Et puis j'ai l'impression qu'ils essayent d'amener la technologie un peu plus loin. J'ai l'impression, notamment dans l'épisode 1, quand il arrive dans le grand truc là de catch clandestin, et à la fin de l'épisode, quand il sort de la tranchée où il y a le corps du serpent, j'ai l'impression que c'est des plans qui ont été tournés en 2D et qui ont été réincrustés ensuite dans le mur de LED. Donc voilà, tu sens qu'ils essayent d'amener la technologie toujours un peu plus loin. Tu sens aussi, et je vais revenir au ver des sables du coup avec ça, que la technologie a ses limites. À la fin de l'épisode 1, il s'est passé un truc au niveau de la mise en scène qui a étonné beaucoup de gens. Je dois dire que moi aussi, ça m'a un peu surpris de voir le truc. C'est que le ratio de la série, c'est d'un seul coup ouvert pour passer du cinémascope au 16/9. Ce que, en principe, on voit arriver dans les films IMAX, par exemple. Quand la séquence IMAX arrive, d'un seul coup, t'as un plan sur lequel, soit il y a une coupure brusque et d'un seul coup, le truc est beaucoup plus large. Généralement, ils essaient de faire une transition un peu plus douce et l'écran s'ouvre petit à petit pour arriver jusqu'au truc. Et du coup, on a le droit de se demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à la fin de cet épisode, parce que ça paraît pas fondamentalement nécessaire et ça paraît pas fondamentalement plus impressionnant. J'ai beaucoup de gens qui s'en sont pas rendus compte même. Ils s'en sont rendus compte après quand ils ont vu des gens en parler, mais sur le coup, ils avaient pas tilté que ah bah oui, le cadre a changé, dis donc. Faut dire que la transition est assez smooth, hein. C'est bien géré. C'est vrai que même moi qui ai vu le truc du premier coup, il m'a fallu genre quelques secondes avant de remarquer que oh mais dis donc le cadre est en train de s'ouvrir là, c'est particulier. Et en fait, tu te dis ça pourrait être pour donner une impression de prestige. C'est-à-dire pour faire un effet IMAX, quoi, donner l'impression, on a une scène d'action, du coup on ouvre le cadre, c'est un plus grand, et du coup votre scène d'action est plus grande, etc., etc. Ça pourrait du coup être un truc dans ce genre-là. Mais en vérité, c'est quand même Super Space, et si vous regardez bien la situation dans laquelle on est, moi j'ai une explication à cette ouverture de cadre. C'est qu'en fait, donc tout est tourné dans cette petite pièce avec un écran LED, du coup a priori. Il doit y avoir quelques plans qui sont faits dans un vrai désert, dans un vrai truc. Je pense que la plupart des plans paysages, notamment, doivent être des vrais plans qui ont été faits dans un désert. Mais je pense que quand il y a des acteurs en jeu, en général, surtout s'ils sont casqués, couverts, etc., ils ont dû essayer de faire un truc plutôt numérique et en studio, du coup. Puis là, je crois que les ombres sont pas si importantes que ça. Et puis elles peuvent être mises, du coup, sur la porte. C'est donc un grand cercle avec une porte d'un côté, toit partout au-dessus. Et donc il y a des LED partout à l'intérieur. Ils ont pu du coup foutre une lumière très forte sur la porte et parce que le soleil n'a pas besoin d'être dans la direction précise où il y a l'action, quoi. Mais le vrai truc de cette scène, c'est que en fait ce qui se passe met en jeu quelque chose qui est vachement haut, qui est vachement en hauteur en fait, qui est très grand puisque c'est un gigantesque ver des sables. Et la caméra a pas un recul infini en fait.
Cette pièce, elle est limitée. Une fois que t'arrives à un certain niveau, t'as les bords du cercle. T'arrives pile poil au milieu sur le diamètre de la pièce et du cercle. Tu peux pas aller plus loin en termes de champ de vision, quoi, parce que les autres LED, elles vont pas simuler des trucs qui sont censés être derrière, enfin qui sont censés être devant si c'est les LED de derrière, quoi. Et puis elles seront pas captées de toute façon par la caméra, mais il y en aura quelques-unes sur le côté, ça va faire tout un truc plat. L'effet va déconner complètement à ces moments-là, quoi. Il y a un truc qui va pas fonctionner parce que la perspective serait impossible quasi à reproduire. Et donc cette caméra peut pas reculer au-delà d'un certain truc et peut pas du coup filmer des trucs qui sont trop en hauteur finalement. Et comme toute cette scène est basée sur un truc en hauteur, je pense qu'en fait la solution qu'ils ont eue, c'est que plutôt que de réussir à éloigner la caméra, eh ben ils ont agrandi le cadre en hauteur. Ce qui fait qu'ils peuvent garder le même recul que d'habitude, mais quand même voir dans le cadre ce truc beaucoup plus grand, et donc gigantesque, et qui en principe devrait sortir du cadre. Ou alors demander à être recadré beaucoup plus, et ce qui du coup le rend beaucoup moins impressionnant, parce que si tu recadres la tête du grand serpent vachement serré avant de pouvoir descendre, avant de pouvoir de redescendre pour cadrer les personnages, il y a un truc qui fait un petit peu moins. Si tu les as tous les deux dans le cadre en même temps, le rapport d'échelle est beaucoup plus visible. Tu vois le petit personnage et le grand serpent juste à côté. Et du coup, là, ça passe beaucoup mieux. Mais tu peux pas foutre le serpent en haut de sa montagne et du haut de ses 2 mètres quand il est en hauteur, enfin quand il se redresse, et les personnages avec le recul qui est possible, quoi. J'arrête pas de faire des postillons, c'est une catastrophe. Et donc, du coup, ce qu'ils essayent de faire passer pour un truc IMAX, esthétique, etc., à mon avis, c'est une contrainte technique. La pièce est pas capable, quand t'es en scope déjà de base, de filmer un truc qui sera beaucoup plus grand et d'avoir le recul nécessaire pour filmer un truc aussi grand et aussi près, évidemment. Donc en fait, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette ouverture du cadre à la fin, c'est parce que techniquement, ils étaient bloqués en fait dans le cadre, ils pouvaient pas filmer tout ce qu'ils voulaient en un plan, etc. Donc ils ont utilisé le 16/9 plutôt que d'utiliser du cinémascope. Donc cette technologie, elle a quand même ses limites, et elle commence à se sentir ses limites, quoi. Tu commences à sentir que ça devient un peu compliqué de faire tout ce que tu veux en fait avec cette technologie. T'es quand même assez limité. Notamment, tu peux faire que des scènes qui se déroulent dans des temps nuageux, parce que sinon les ombres fonctionnent pas, etc. Enfin bon, ou avec des petits rehaussements par-ci par-là, mais c'est plus compliqué à gérer. Reste que, en termes de réalisation, c'est toujours plutôt pas mal, quoi. Je veux dire, ils ont construit certains décors beaucoup plus détaillés, genre notamment les cavernes de glace, par exemple, qui sont beaucoup plus détaillés que ce qu'ils ont pu faire avant, donc qui donnent un peu de production value. Les décors essaient d'être plus chargés, je vous dis, tout ce port là, dans la ville océan. La ville donc des mondes Calamari, c'est ça, qui s'appelle Monde Calamari, je crois, la planète, non, je crois que la planète a le même nom que l'espèce. Bref, tu sens que c'est les limites de la technologie peuvent commencer à arriver là avec cette saison-là. On va voir où est-ce qu'ils peuvent nous emmener ensuite, mais pour l'instant, il n'y a pas des trucs de ouf. Il y a une ville donc qui est assez jolie, mais c'est pas un truc extraordinaire non plus, quoi. Et en termes de réalisation, on peut pas dire non plus que ce soit particulièrement audacieux, particulièrement bien foutu. Mon épisode favori à ce niveau-là, ce sera l'épisode 3. Et comme par hasard, c'est marrant, hein, à chaque fois que je vois un épisode que j'aime bien dans Mandalorian, au générique de fin, et ben c'est Bryce Dallas Howard. c'est elle qui avait fait l'épisode avec dans la forêt là, du coup. Je sais plus si elle en avait pas fait un deuxième dans la saison 1. Et là, du coup, elle fait cet épisode-là qui se passe sur la planète des mondes Calamari, et les scènes d'action sont très bien filmées, sont assez intéressantes, assez rigolotes, le petit coup comment dire sans spoiler, du hangar. Parce que le coup du hangar est assez rigolo, c'est bien trouvé, c'est bien amené, surtout au niveau de la conversation. Puis ce que j'aime bien, c'est quand il y a les troopers qui arrivent, il y a ce plan un peu débulé en travelling à peu près au ras du sol. Il y a un truc qui est très dynamique avec ce plan qui marche super bien et qui accompagne assez bien l'action. Et tu sens que du coup, en termes de réalisation, Bryce Dallas Howard, elle a un truc qui fonctionne bien, quoi. Elle arrive à donner un rythme, tu sens qu'il y a une chorégraphie presque de la caméra, de comment elle doit se déplacer, ou en tout cas qu'elle arrive à gérer son montage de façon intéressante, savoir quel plan va répondre à l'autre et donner un sentiment de rythme. C'est vrai que pour l'instant, c'est une des réalisatrices qui donne les résultats les plus intéressants de façon constante. Parce que du coup, enfin, vraiment, j'apprécie bien l'épisode. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, pour celui-là, il passe pas mal et tout. Et à la fin, Bryce Dallas Howard, quoi. J'avais eu la même réaction, du coup, dans la saison 1, avec son épisode. Le dernier petit commentaire que je ferai sur cette saison 2, ce début de saison 2, je sais pas ce qu'il faut avec la musique, mais ça devient un peu ridicule. Le thème du Mandalorien sort un peu de n'importe où et un peu de nulle part, et toujours de façon extrêmement brusque dans la scène. Tu le sens pas venir, tu le sens mal préparé, la musique qui était avant, c'était un truc super cool, super machin, et d'un seul coup tu entends le thème du Mandalorien qui démarre, etc., et tu fais... Et en fait, à chaque fois que j'entends le thème du Mandalorien arriver là dans la série, je trouve qu'il est complètement déplacé, qu'il colle pas du tout à la scène dans laquelle il est.
sais pas ce qui se passe avec la musique, mais je trouve qu'elle est jamais à la bonne place dans cette saison 2. Pour l'instant, en tout cas, sur les 3 épisodes sur 8 qui sont sortis. Alors du coup, avec 3 épisodes sur 8, est-ce que je vous encouragerais à voir la suite du Mandalorian? Bah pas vraiment. Enfin on a les mêmes défauts qui reviennent et ça commence un peu à empirer. J'apprécie pas spécialement qu'on reparte dans des trucs qui ont déjà été créés avant et que la série soit pas plus originale. Les astuces de réalisation commencent un petit peu à affaiblir. Le scénario, il me sort toujours par les trous de nez. Pour moi, c'est pas un truc qui encouragerait les gens à venir sur Disney+. Et putain, c'est complètement décalé depuis le début. Et j'ai envie de dire, ça sent que c'est pas si intéressant que ça cette nouvelle saison, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça buzz pas vraiment le Mandalorian. Je le vois arriver vite fait, je vois quelques posts le jour de la sortie d'un épisode, et pourtant ça sort partout dans le monde, hein, donc ça devrait bien buzzer. Je vois jamais une grosse réaction sur Twitter à la sortie d'un épisode, je vois jamais beaucoup de vues sur les collègues qui font des critiques sur leurs vidéos. J'ai pas l'impression que ça attire, je sais pas combien de vues va faire cette vidéo-là, donc j'ai l'impression que le soufflet du Mandalorian est en train de retomber assez vite, parce que simplement ils savent pas l'entretenir, et c'est ce que je veux dire avec ce scénario, ce scénario traîne le cul à faire développer une histoire qui nous paraît à tous vachement intéressante, surtout maintenant parce que bon, c'est chiant que les séries soient pas plus créatives, mais j'aimerais bien la revoir, Ahsoka Tano, j'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé, j'aimerais bien savoir comment ce qui va se développer par rapport à Baby Yoda, est-ce qu'on va revoir Luke à un moment ou à un autre, etc. Ça pourrait être intéressant de tout ça, parce qu'effectivement, si tu cherches les Jedi à cette époque-là, a priori à un moment ou à un autre, tu vas tomber sur Luke, quoi. Ou bien est-ce qu'ils vont rester avec Ahsoka Tano pendant tout un truc, je sais pas ce qu'ils vont faire, ça pourrait être intéressant, mais putain de merde, il faut que ça avance, quoi. Là, ça devient insupportable. La saison 1, on comprend qu'ils cherchent encore leur repère, qu'ils sachent pas trop comment faire le truc, mais la saison 2, non, c'est censé être partir en flèche et avancer, quoi. Et non, pas du tout. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. On a 30 000 quêtes annexes pour retarder l'arrivée de la quête principale, parce que il faut qu'on te fasse jouer le plus longtemps possible. On peut pas juste faire l'intrigue principale, donc on va rajouter des petits trucs à côté. On est dans la même situation là, quoi. C'est vraiment, tu arrives dans un village et un PNJ te dit, il faudra que tu récupères le collier de machin pour que je puisse, avant que je te donne l'information qui te permettra d'aller faire tel truc. Ce qui était quand même beaucoup mieux camouflé dans la saison d'avant. Je veux dire, l'épisode avec Bryce Dallas Howard, ils arrivaient sur une planète, ils avaient besoin de se cacher, la planète était plutôt isolée, ils apprenaient qu'il y a un petit village qui est encore plus isolé, ils allaient là-bas, le village avait un problème, s'ils veulent rester là, ils vont essayer de résoudre le problème. Et puis comme ils résolvent le problème, ça attire un peu du bruit, donc du coup, de l'attention, donc du coup ils peuvent pas rester, ils doivent partir, etc. Il y avait des justifications qui étaient un peu plus intéressantes, quoi. C'est l'épisode de la prison qui me semblait pour le coup pas justifié du tout. C'était le seul qui vraiment s'intégrait très mal dans le truc, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils prenaient cette mission. Bon, ils avaient besoin de thunes, éventuellement. Mais il y a tellement de trucs dans son cargo qu'il pourrait vendre, je sais pas trop quoi, enfin bon bref. Son créateur de vitres sur mesure, ça pourrait être vachement intéressant et pratique quand même. Donc du coup, ouais, c'est... Pour moi, c'est toujours pas le grand sauvetage de Star Wars, quoi. J'avais déjà dit que dans la première saison que ça me paraissait un peu bancal, il y avait de bonnes choses, mais c'était assez bancal, et il y a de bonnes choses, mais c'est toujours très bancal, quoi. Et là, maintenant, on commence à avoir quelques trucs un peu vraiment mauvais qui débarquent. Et là, pour le coup, la saison 1, on avait été à peu près exempte de trucs vraiment mauvais, quoi. Là, pour le coup, tu sens vraiment qu'il y a des trucs qui sont pas bons. Donc, pour moi, la saison 2, c'est pas vraiment meilleur que la 1. Comme je l'ai dit au début, on prend les mêmes, on recommence. Et on verra bien où est-ce que ça va aller. Je ferai sans doute une vidéo pour la fin de saison. Mais là, ce début de saison, je trouve que c'est pas très encourageant et pas très engageant et motivant à regarder la suite, quoi. Donc, comme vous voulez, mais je trouve vraiment pas que ce soit la réelle plus-value et le truc génial de Disney+, quoi. Ça me paraît pas très intéressant. Voilà. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!